C'est des combats où on peut perdre son âme, ou en tout cas on peut la salir. Elle est exposée à des choses dures, et donc nous devons être à leur côté pour que ce combat qui est nécessaire, cette mission qui est nécessaire, qui est importante, soit peut-être un sacrifice physique, mais pour que ça ne soit pas un sacrifice spirituel. Padre, épisode 4. Bonjour à tous. Dans le deuxième épisode du podcast Padre, proposé par le diocèse aux armées françaises, vous avez pu entendre le témoignage du père Blaise Rebottier qui revenait sur sa longue expérience. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir le parcours d'un autre padre, un aumônier d'Active, le père Jean Beaupère. Cet ancien carme a notamment passé plusieurs années en Guyane et il sert actuellement chez les képis blancs du 4e régiment étranger. Voici son témoignage. Je suis le père Jean Beaupère, aumônier militaire prêtre, j'ai 45 ans et je suis affecté au 4e régiment étranger à Castelnaudary, donc dans l'Aude, pas très loin de Carcassonne. Je suis né à Nantes, dans une famille catholique pratiquante. J'ai toujours pensé qu'éventuellement peut-être je pourrais être prêtre. Et puis voilà, j'ai grandi, j'ai appris à découvrir un peu ma foi. J'ai toujours eu un attrait pour la messe que je peux pas m'expliquer. À une époque, au collège ou au lycée, il m'arrivait d'aller le matin à la messe. À l'école, il y avait les prêtres qui célébraient tôt, donc de me lever plus tôt et d'aller à la messe. Ou d'aller à la messe en semaine à la chapelle des Jésuites, rue du Gommier à Nantes. Pourquoi est-ce que j'allais à la messe en semaine à ces époques-là? Je ne saurais le dire, mais je sais que j'y allais et je pense que voilà, le Seigneur était là. Et vous savez, moi, j'ai pas forcément le sentiment d'avoir toujours été fidèle au Seigneur, mais par contre, j'ai la certitude que lui, il a toujours été fidèle à moi. Voilà. J'ai pas toujours marché avec lui, mais lui, il a toujours marché avec moi, et ça, c'est vraiment une évidence dans mon parcours que jamais il m'a lâché. Je suis passé à la fac où là, j'ai, notamment avec mes amis, j'avais quelques amis un peu plus éveillés que moi sur la question spirituelle, sur la question de la vie de foi, et donc ça m'a un peu amené à approfondir. Et puis en troisième année de fac, j'ai pensé que oui, j'étais appelé à être prêtre. Alors je suis rentré au séminaire diocésain parce que c'était un peu ce que je connaissais, c'était pas loin de chez moi. Après un certain temps de séminaire, je me suis dit mais en fait non, je suis pas fait pour le séminaire diocésain. Je suis pas fait pour être prêtre. Et donc j'ai basculé dans la vie religieuse au Carmel où j'ai vécu 17-18 ans. Et en fait c'est face à l'apostolat néanmoins de dire je peux pas aller au bout. Enfin, je sentais comme une sorte de frustration de pas pouvoir faire ce que je pensais devoir faire. Enfin voilà, il y a quelque chose qui allait pas. Et donc c'est ça qui m'a dirigé vers le sacerdoce. Ça s'est imposé un moment à moi. Et donc là, j'ai dit oui. Et donc, je suis devenu prêtre. Après quelques années, j'ai fait l'expérience, un peu par hasard, de l'aumônerie militaire. Parce que un ami aumônier militaire, laïque, en fait, moi, j'étais aumônier des étudiants, ça faisait 7 ans, il fallait que je passe à autre chose. Et je lui ai dit, mais vraiment sur le ton de la boutade, j'arrête les étudiants, faut que je trouve quelque chose d'autre pour m'occuper, entre guillemets. Et je lui dis, t'as pas un boulot pour moi, mais c'était vraiment lors de la boutade, quoi, de la plaisanterie. Et il m'a dit, si, il y a une place qui se libère à Angers, ça serait bien et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, au titre de la réserve opérationnelle à Angers. Donc j'ai fait 1 an, il se trouve que j'avais besoin un peu de prendre l'air de ma communauté, de changer un peu de vie. Donc comme cette expérience m'a plu, j'ai demandé à être activé. Et c'est comme ça que je suis devenu aumônier militaire d'Active. Moi, je connaissais rien à rien, je savais pas saluer, je savais pas les grades, je connaissais rien du monde militaire. Moi, j'étais exempté de service militaire il y a plus de 20 ans maintenant. Voilà, et honnêtement, j'ai pas protesté à l'époque. On m'a dit G4, c'est un état général pas terrible. Et moi, j'ai pris le papier, je suis parti le plus vite possible en disant je pars avant qu'il change d'avis. Donc voilà, j'ai pas fait mon service militaire, j'étais pas sportif du tout, donc c'était vraiment, j'avais un profil incroyablement idoine pour rentrer dans ce ministère. Je trouve que c'est pas mal d'arriver finalement assez tard. En tout cas, moi, je trouve ça pour mon expérience par rapport à ce que moi j'ai vécu, assez confortable d'être arrivé sur le tard, de découvrir. C'est un monde qui est assez accueillant, donc on dit quand même, si on fait l'effort de vouloir y rentrer, on est bien accueilli. En tout cas, pour mon expérience, après, d'autres auront peut-être d'expériences plus complexes. J'ai vraiment été accueilli effectivement par les militaires, c'est eux qui m'ont intégré, c'est eux qui m'ont fait découvrir quel était ce ministère finalement, en m'accueillant, en me montrant, en me présentant, en m'expliquant. Puis après, on trouve sa place. Moi, je pense vraiment que le ministère d'aumônier militaire, c'est un ministère de compagnonnage. Il faut marcher avec, il faut être avec. Marcher, c'est une image, mais ça peut aussi passer par... ça peut ne pas être qu'une image. En tout cas, moi, à Castelnaudary, c'est plus qu'une image.
Mais ce que je veux dire, c'est vraiment ça, c'est l'idée d'être avec, de prendre du temps avec, de découvrir. Du coup, il suffit de s'agréger un peu au groupe, de suivre, et puis de trouver un peu l'occasion de temps en temps de témoigner du Christ ou de répondre aux besoins quand il y a des demandes qui sont effectuées. Moi, j'ai trouvé ça très facile, en fait, comme je suis un peu paresseux, plus qu'un peu même sans doute, j'ai trouvé que c'était un ministère qui m'allait très bien. D'ailleurs, le camarade qui m'avait vendu un peu le poste, je lui ai dit, mais c'est quoi le ministère d'aumônier militaire? Il m'a dit, c'est comme quand t'es devant l'église chez toi et que t'accueilles les gens et que tu leur parles. Je lui ai dit, ça c'est bien, ça c'est un job pour moi, c'est pas compliqué, il y a rien à organiser, il y a juste à parler aux gens, ça je peux faire. Et c'est vraiment ça, enfin pour moi je trouve que c'est vraiment ça, d'être avec les gens, de prendre le temps, d'écouter, de parler, de s'intéresser à leur vie, et puis de temps en temps de pouvoir amener, évidemment quand même, d'essayer d'amener la lumière du Christ, mais il faut y aller avec... d'abord avec ce compagnonnage, cette présence, cette rencontre un peu gratuite, et puis de temps en temps on a l'occasion évidemment d'amener le Christ, ou eux-mêmes vont poser la question, ou la conversation va dériver sur des choses de plus en plus sérieuses, et là on pourra faire son travail. Donc ma première affectation d'actif, ça a été Tarbes. Je suis pas resté très longtemps parce que donc j'ai signé le 1er novembre et on a eu la journée d'études et des aumôniers militaires catholiques en février, si je ne me trompe pas. Là, le vicaire général a demandé il cherchait un prêtre pour la Guyane. Bon, j'avais pas trop d'idées de ce que ça voulait dire. Enfin, bon, j'avais après une idée de là où c'était, mais ce que ça représentait comme mission, j'étais pas trop au taquet sur la question. Et pour une raison qui m'échappe toujours, mais c'est la vie. Je suis allé le voir après, je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi, je suis dispo. Je suis bien là où je suis, mais voilà, quoi. Je suis prêt pour bouger. Et franchement, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en tout cas, j'ai aucun regret. Donc du coup, je suis parti en août suivant en Guyane. Donc Tarbes, ça a été très court. Ça a été vraiment l'atterrissage dans l'armée, un peu la découverte. Et j'ai eu la chance d'avoir vraiment des gens qui m'ont aidé justement à découvrir, à mieux comprendre le fonctionnement d'un régiment. Bon, ça a été un petit noviciat, quoi, pour l'armée de terre. Et là, je suis arrivé en Guyane. Donc là, le cœur des forces en Guyane, c'est quand même les 2 régiments d'armée de terre, troupes de marine, légion étrangère. Donc, c'était pas un monde complètement nouveau. Mais j'ai hérité aussi d'une base aérienne, d'une base navale. La gendarmerie, j'en avais déjà un peu à Tarbes. Et là, ça prenait une autre ampleur. Un état-major, un centre médical. Enfin, la Guyane, c'est une micro-armée, en fait, complète. Donc ça, c'est hyper intéressant, surtout quand on découvre un peu l'armée, c'est que ça permet de se faire une culture, finalement, assez large en un temps record. Moi, j'avoue que j'ai un petit tropisme armée de terre, mais ça m'empêche pas Là, je vais partir dans l'armée de l'air quelques temps. Mais j'avais une base aérienne là-bas. Enfin, voilà, on peut aussi goûter les richesses et les variétés qui existent dans l'armée. Pour un aumônier, en tout cas, c'est un spectre très large de la mission. C'est-à-dire que j'avais à Cayenne et à Kourou une quasi-paroisse, avec des paroissiens, des messes dominicales, une messe le dimanche matin à Cayenne, une messe le dimanche soir à Kourou. J'avais le catéchisme, les préparations des sacrements, préparation de mariage, groupe d'ados, enfin, un peu une petite paroisse, quand même, pas avec des gros effectifs, mais quand même une petite paroisse, avec une vie communautaire assez forte, comme les gens sont loin de leur famille, ils sont contents de se retrouver. Le jour de Noël, on a fait un repas l'année dernière, on était 80. Et c'était pas les isolés, les pauvres, ou c'était des familles entières, parce que sinon on se retrouve juste en famille, quoi. Il y a pas les grands-parents, il y a pas les cousins, il y a pas. Donc les gens sont assez contents en fait d'élargir un peu le cercle pour Noël, pour Pâques, enfin de manifester ça. Donc c'était vraiment très agréable, très sympathique, avec des relations qui se nouent très très vite et qui sont assez fortes. Et puis en même temps, le dimanche ça pouvait être ça, et le lundi, je pouvais prendre l'avion, le casa, puis la pirogue, et me retrouver au fin fond de la forêt guyanaise à traquer l'orpailleur avec des légionnaires ou avec des marsouins. Et dans une opération réelle, enfin c'est pas de l'entraînement, c'est pas, alors il y a pas de danger majeur, mais il y a quand même le sentiment d'être quand même sur quelque chose d'un peu opérationnel. Quand vous remontez, quand il fait beau, c'est pas toujours le cas en Guyane, vous remontez les fleuves en pirogue et que le soleil brille, enfin c'est des visions superbes. Petit écart entre une vie opérationnelle, une vie paroissiale, des relations fortes qui se nouent parce qu'on est loin, un peu de danger quand même, parce que l'opération Harpie, il y a quand même malheureusement régulièrement des accidents, des blessés, des morts. Donc il y a quand même une petite dimension de risque qui ressoude aussi et qui nécessite qu'on soit présent et qu'on soit disponible. Bon voilà, la Guyane c'était vraiment quelque chose de très très riche, de très très fort, un peu fatigant. J'avoue que je suis rentré après 2 ans et j'étais content de rentrer, mais vraiment une très très belle expérience pour moi. Pendant ces 2 ans en Guyane, il y a eu des moments effectivement assez forts qui m'ont marqué plus que d'autres. Je pourrais en citer quelques-uns. Le premier, je pense, c'est la mort des 3 sapeurs du génie dans un accident dans une mine, problème d'empoisonnement au gaz dans la mine.
Ça, c'est des moments assez durs parce qu'on se retrouve le soir j'étais avec une partie de leur compagnie. On savait qu'il y avait 3 morts, ils savaient pas les noms. Et j'ai passé un certain temps avec des gars qui fait une espèce de tiercé terrible dans leur tête, de se demander qui ça pouvait être, quoi. Voilà, c'était des moments où à la fois on sent que c'est important qu'on soit là et en même temps on se sent très très démuni. Finalement, on est très pauvre, si ce n'est d'être là, d'apporter un peu de présence, d'écouter, de parler, de réconforter, mais est-ce qu'on peut vraiment réconforter? Voilà, donc ça c'est un des moments qui a été assez dur parce que c'est quand même 3 morts d'un coup. Voilà, donc ça c'est un premier moment fort où on est confronté à la mort, à ce métier des armes, qui est un métier dangereux, qui est un métier où les gens risquent leur vie et où forcément à un moment ou à un autre on est confronté à cette perte humaine. Un autre événement un peu peut-être plus anecdotique, mais qui m'a quand même marqué, en Guyane. Un jour, on apprend au 3e REI qu'il y a un ancien légionnaire qui est mort. C'est un gars qui avait 80 ans, qui vivait dans la forêt, dans un carbet. Il était d'origine suisse. Et il vivait de façon très, très pauvre. Enfin, il se lavait à la rivière. Et donc, il avait passé 3 ou 5 ans à la Légion étrangère dans les années 60. Hein. C'était quelque chose de très vieux. Mais bon, on apprend que c'était un ancien légionnaire. Et donc, le régiment décide d'envoyer quelqu'un à la sépulture. Donc, moi, je suis parti avec un capitaine et un caporal-chef de mémoire. Donc on est arrivés tous les 3 dans le cimetière d'Irakubo où les employés municipaux avaient juste coupé les herbes hautes pour accéder au trou. Ils avaient creusé un trou, il n'y a pas eu de célébration religieuse, il n'y avait aucune célébration, il y avait quelques habitants qui étaient là. Je me suis renseigné, on m'a dit qu'il était catholique, donc on a fait un petit temps de prière. Ça n'a pas été très long, mais au moins on a marqué quand même quelque chose. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que cet ancien légionnaire, je l'avais pris en stop quelques semaines auparavant, je le connaissais pas. En fait, je me suis arrêté pour me faire une petite pause sur la route à Irakubo. Donc, c'est sur la route entre Saint-Laurent et Cayenne. Voilà, la petite pause, histoire de souffler un peu. Et je vois un gars qui commençait à me parler, qui était en treillis, qui avait un petit coup dans le nez, mais rien de très grave. Et puis, voilà, il discute et il me dit, est-ce que tu peux me déposer? Je dis, ouais, vas-y, bon, c'était pas très loin. Je prends en voiture et je le dépose un peu, on discute. Voilà, il s'est rien passé d'extraordinaire, mais j'ai trouvé ça assez marquant de me dire que ce gars-là que j'aurais pu enterrer comme un inconnu, la providence a fait que je l'ai rencontré. Du coup, j'ai pas enterré un inconnu, mais quelqu'un avec qui j'avais pu parler, avec qui on avait sympathisé quelques minutes, mais peu importe. Enfin, je trouve que ça c'est quelque chose qui m'a marqué et qui dit aussi quelque chose un peu de l'esprit de la Légion étrangère, de cette fidélité. Le gars, il avait quitté la Légion des années 60, et même si c'est de façon un peu symbolique, la Légion était là pour l'accompagner jusqu'au bout. Et ça, je trouve que c'était aussi quelque chose d'assez beau. Voilà, après, les événements en Guyane, il y en a eu beaucoup comme ça, hein, beaucoup de belles choses. Le fait qu'on soit loin, le fait qu'il y ait eu le Covid aussi, avec le confinement, les gens sont loin, c'est encore plus compliqué. Il y a eu beaucoup de choses fortes qui ont été vécues dans l'amitié, avec des gens, enfin, moi que j'ai toujours trouvé formidable. Moi, c'est vraiment pour moi je peux exercer ce ministère parce que moi j'ai une grande admiration pour les hommes que j'accompagne. Je sais pas pour mes confrères, mais moi c'est vraiment ma condition. Alors, je les idéalise pas, hein. Je connais mes légionnaires au 4e RE, je connais leurs bêtises, j'entends leurs blagues, grasses, lourdes et vaseuses, j'entends des fois le récit de leur vie morale plus que discutable. Je vois tout ça, mais j'ai beaucoup d'admiration pour leur engagement, pour le fait qu'ils soient prêts à prendre des risques, à risquer leur vie, à engager leur vie, et de ceux qu'ils sont prêts à affronter au titre de cet engagement. Je pense qu'il faut avoir ce regard, à mon avis, pour pouvoir les servir bien. Donc après la Guyane, j'ai émis mes vœux pour savoir où est-ce que je voulais aller. Et donc moi j'avais beaucoup apprécié. Alors j'ai aussi apprécié toutes les unités de Guyane, mais j'avais eu un petit coup de cœur pour la Légion étrangère, le 3e REI. Donc j'ai dit, moi je veux bien la Légion étrangère si je peux en rentrant. Et donc là, on m'a envoyé au 4e régiment étranger, qui est la maison de formation de la Légion étrangère. Donc c'est là où on accueille ceux qui ont été sélectionnés à Aubagne et qui vont vraiment subir la première formation. Il y a aussi d'autres formations pour des légionnaires déjà qui vont passer de grade ou pour acquérir des spécialisations. Mais en tout cas, dans mon ministère, cet accueil du légionnaire en formation initiale, c'est vraiment une part importante et puis très riche, très intéressante. Après, c'est particulier parce que la Légion, les gens ont une vision un peu mythifiée. Enfin, c'est vraiment un des mythes de l'armée française. C'est l'unité que tout le monde connaît au moins de nom parce que on les voit au 14 juillet, parce qu'il y a un côté mythique, un peu romantique de la rédemption du mauvais garçon qui vient
faut pas non plus trop tomber dans le mythe, quoi. La Légion, c'est quand même très très diversifié, très très riche, avec des gens qui en plus ont des parcours. Alors même si je ne connais pas leur parcours, ça veut dire que c'est des gens qui ont souvent déjà une expérience de vie. C'est pas le gars qui a 19 ans et un peu paumé et se dit bah tiens je vais aller dans l'armée. Parce que quand vous venez du Népal, de Mongolie ou du Sénégal, pour vous engager à la Légion, parce qu'il y a des gens qui arrivent juste pour ça, ils sont pas venus avant, enfin c'est vraiment, ils traversent le monde pour aller à la Légion. Donc en termes de motivation, vous avez déjà autre chose, quoi. C'est quand même quelque chose qui est frappant. C'est que, de temps en temps, il y en a qui sont là par hasard, mais c'est pas la majorité. Donc il y a cette richesse humaine qui est très, très forte, avec un vrai sentiment de fraternité, de construire une famille. Parce que c'est pareil, le légionnaire, il arrive, il n'a pas forcément grand monde autour de lui, il a laissé sa famille, il a laissé ses amis, et donc il y a aussi un besoin de créer une vraie communauté. Le légionnaire qui vient d'arriver, il se dit pas au premier week-end disponible, je vais repartir en famille voir papa-maman, quoi. Parce que papa-maman, ils sont à 2000, 3000, 5000, 15 000 kilomètres. Donc s'il n'y a pas la Légion autour, s'il n'y a pas les camarades, il est vite seul. Alors je sais pas si le légionnaire est un soldat d'élite ou pas, ça c'est pas mon problème à moi. Moi je suis aumônier, je fais pas dans la tactique ou la stratégie ou l'efficacité militaire, c'est pas mon souci. Mais il a, je pense, une forme de rusticité et de capacité à l'obéissance et à s'engager, soutenu par une camaraderie forte, une solidarité. Voilà, je pense pour moi c'est vraiment ça la richesse de la Légion. Et évidemment quand on est prêtre, ça évoque plein de choses. Enfin moi j'ai vécu dans la vie religieuse pendant presque 20 ans. L'obéissance, le fait de donner sa vie, ça m'évoque des choses. Et je pense qu'il y a quelque chose dans cet idéal, alors qui est en général l'idéal du soldat français, mais peut-être de façon encore plus spécifique à la Légion, quelque chose de très chrétien pour moi. En tout cas, je m'y sens pas étranger comme chrétien, comme prêtre. J'y ai retrouvé des valeurs qui me sont familières, quoi. Cette idée qu'on s'engage sa vie de façon radicale pour quelque chose qui est plus grand que nous. Alors évidemment, le chrétien, il va parler de Dieu, mais le soldat, il parlera de la patrie, et le légionnaire, il parlera de la Légion, Legio Patria Nostra. Il y a quelque chose d'une transcendance. Voilà. Ma vie n'est pas l'absolu. Il y a quelque chose de plus grand que ma vie à tel point que je peux perdre ma vie pour ça. Et ça, voilà, moi je trouve que, en tout cas, comme prêtre, comme religieux, comme catholique, comme chrétien, ça me parle évidemment. Et je me sens d'une certaine façon chez moi, de ce point de vue-là. Voilà, donc j'espère, je sais pas du tout, hein, là pour l'instant je suis arrivé à Castelnaudary, ça fait à peine un an, donc j'espère y rester encore quelques belles années, puis après on verra, peut-être que j'irai servir ailleurs, mais c'est vraiment, en tout cas pour moi c'est vraiment une grâce qui m'a été faite d'avoir cette affectation-là. Je pense qu'on a aujourd'hui une vision de la foi un peu, alors je vais être un peu dur, mais un peu niaise, un peu gentillette. Et évidemment, de se confronter à la question du combat, de la guerre, de la mort, nous oblige à réintégrer, y compris dans la foi, des questions qui sont dures, qui sont violentes. Vous savez, dans l'armée, on dit gentil, c'est pas un métier. Et en fait, la charité, c'est pas la gentillesse. La charité, c'est exigeant et ça peut être dur quelquefois. Ça peut faire mal quand on doit dire ce qui est vrai à quelqu'un. Et voilà, je sais pas encore comment bien le dire, mais je sens que c'est quelque chose qui fait aussi évoluer effectivement ma foi et mon rapport au monde. Non pas que je vais devenir violent ou quoi que ce soit, mais en tout cas peut-être de prendre plus en compte un monde qui n'est pas un monde de bisounours. Moi, je crois qu'on n'a pas le droit à la naïveté. On a le droit à la naïveté si on est responsable de rien. Donc la naïveté, c'est bien pour les enfants, quoi. Mais dès qu'on a des responsabilités, on peut pas être naïf. Et donc voilà, je pense que pour moi, le ministère d'aumônier militaire, il vient un peu peut-être me titiller sur ces questions-là, de prendre le monde en face tel qu'il est, avec ce qu'il a de moche, de dur, de violent, et comment j'intègre ça à ma foi, comment je le vis dans la foi, et comment à un moment la foi, le travail du monde tient compte de cette réalité, et fait pas un discours gentillet, finalement complètement déconnecté. Je n'ai été aumônier militaire que dans l'armée française, donc je ne connais que le système de l'armée française. Néanmoins, j'en suis assez content. C'est un système où le grade d'aumônier militaire, c'est un grade, est un grade non hiérarchique. On dit quelquefois un grade miroir, puisque nous avons, pour un aumônier des forces comme je le suis, jusqu'à colonel, j'ai le même grade que mon interlocuteur.
Donc s'il est première classe, je suis première classe, c'est-à-dire qu'en fait je suis à son niveau, et s'il est chef de corps, colonel, je suis colonel comme lui. Je traite d'une façon à égalité. Alors moi je sais que ça me pose pas de soucis, c'est peut-être aussi parce que ayant débuté sur le tard, j'ai débuté avec l'âge des chefs de corps. C'est peut-être plus facile quand on a le même âge de se mettre un peu à égalité. C'est peut-être plus compliqué quand on a 25 ou 30 ans de prendre un colonel un peu à égalité. Enfin, j'ai pas eu cette expérience-là, mais en tout cas, moi, je sais que ça s'est fait assez simplement. Moi, j'ai choisi, je vous vois tout le monde. Puisque je vais vous voyer le colonel, je ne me vois pas tutoyant mon chef de corps, et comme j'ai le même grade que le colonel et que le première classe, ben, si je vous vois l'un, je vous vois l'autre. Et après, encore une fois, le ministère de milieu militaire, c'est un ministère que chacun vit vraiment avec comme il est, qui il est. Donc c'est un ministère que chaque aumônier invente avec sa personnalité, avec ses... Moi, je suis à l'aise comme ça se passe bien comme ça, j'ai pas l'impression que ça pose de problème. J'ai des confrères qui font complètement autrement, et ça se passe bien aussi. Mais c'est vrai qu'on a une grande liberté. Donc il faut trouver, en fonction de qui on est, quelque chose qui soit à la fois ajusté au monde militaire, et puis qui nous mette à l'aise nous-mêmes, parce que voilà, on a quand même cette liberté-là, donc il faut en profiter. Je pense que on a vraiment une énorme chance, en fait. On est dans l'armée, on est dedans, on vit ça, et en même temps, on a quand même une liberté d'action, une liberté même de positionnement, qui est assez grande et qui nous permet de trouver vraiment notre place si on est un peu à l'écoute de l'environnement qui est le nôtre. Après, à moi d'occuper le fauteuil, à moi d'occuper la place. Alors, il faut être disponible, il faut répondre. Même pour des trucs pas religieux, ça fait partie des trucs un peu bizarres, c'est qu'il faut être prêt à faire une popote, à aller boire un coup, à aller courir. Moi, je m'efforce. J'étais pas du tout sportif avant. Je suis pas devenu non plus monstrueux, mais de faire les crosses. Ils aiment bien parce qu'on va transpirer. On n'est pas obligé. Ils savent qu'on n'est pas obligé, mais on va transpirer avec eux. On s'engage. On y met quelque chose de nous-mêmes. Et ça, c'est des choses qui vont beaucoup faciliter le dialogue et qui vont permettre un positionnement plus facile parce que on est avec eux. En Guyane, j'ai fait une mission Kumaru. C'est une mission jointe avec l'armée brésilienne. Donc c'est des patrouilles sur le fleuve Oyapock, qui est donc la frontière entre la Guyane et le Brésil, pour arrêter des orpailleurs ou des choses illégales. Donc j'ai passé une nuit dans une pirogue, à essayer de dormir dans le fond de la pirogue. Il s'est rien passé, mais rien de rien. Nuit horrible, quoi. À dormir, rouler en boule dans le fond d'une pirogue, sous la pluie, avec un poncho, c'est celui que l'armée nous donne, qui est pas terrible. Donc en fait, on est mouillé. En plus, j'ai pas fait gaffe quand tout le monde s'est un peu installé dans le fond de la pirogue. Moi, je suis en train de regarder la vue, les étoiles, c'était chouette. Il pleuvait pas à ce moment-là. Et donc, du coup, j'ai tardé à m'installer dans le fond de la pirogue. Donc, du coup, il y avait plus de place. Donc, je me suis trouvé vraiment dans des positions vraiment pas confortables, quoi. Je me dirais, à quoi ça peut servir? Je n'ai servi à rien. Je n'ai rien apporté à la mission. Moi, ça m'a rien apporté à part mal au dos pendant les 3 jours qu'on suivit. Mais j'étais là avec eux. Et ça compte. Parce que à partir de là, ils savent, vous êtes venus, vous avez transpiré, vous avez dormi dans un truc un peu merdique, et ça va permettre le compagnonnage, ça permet le dialogue, ça permet aussi, quand on a quelque chose à dire, d'avoir une forme de légitimité. Parce que si vous êtes juste celui qui vient de temps en temps et qui fait la leçon et qui repart, bah, vous n'êtes pas légitime du tout, quoi. Vous savez, moi, je crois que le soldat chrétien, c'est celui qui fait 2 sacrifices. Le premier, évidemment, c'est d'engager sa vie, d'être prêt à mourir pour son pays, pour ses camarades. Le deuxième sacrifice, c'est celui, éventuellement, d'avoir à tuer. Je pense que pour un soldat chrétien, le fait de donner la mort ne peut être que de l'ordre du sacrifice. Il sacrifie quelque chose de son innocence pour défendre ses proches, pour défendre son pays, pour défendre sa communauté. Et ce sacrifice-là, ces 2 sacrifices-là, ils doivent être reconnus et accompagnés parce qu'ils sont, évidemment, celui de donner sa vie, il est pas évident, mais il y a quelque chose de très christique. Moi, je suis convaincu qu'il y a dans l'image du soldat qui meurt au combat, qui donne sa vie au combat, quelque chose du mystère de la croix. Alors, est-ce que tous les soldats le vivent et sont dans cette perspective-là? Je suis pas sûr, mais en tout cas, dans l'idéal, il y a quelque chose qui nous rapproche vraiment du mystère de la croix. Et peut-être que notre présence peut aider à faire ce rapprochement, c'est-à-dire que ce sacrifice soit vraiment vécu dans tout son sens, dans toute sa richesse, qui le relie au mystère de la croix. Et puis cet autre sacrifice le soldat, comme on pourrait rallier ça à la fonction royale, un
prêtre, prophète et roi, c'est par essence celui qui a les mains sales. Parce qu'on a besoin d'avoir les mains sales. Vous savez, moi j'aime beaucoup ce texte de la Bible. Vous avez Moïse qui est sur la colline et qui prie, les bras levés, et en face, en bas, il y a Josué qui combat les Amalécites de mémoire. Et quand Moïse baisse les bras, Josué perd, et quand Moïse tient les bras levés, donc du coup il a Aaron et Our qui lui tiennent les bras en l'air. Donc il y a un combat, qui est le combat spirituel de Moïse sur la montagne. Mais en fait, ce combat, il ne va pas sans cette présence de Josué et des hommes qui combattent réellement, l'arme à la main, dans la vallée. Et il faut les deux. Et peut-être que la fonction de l'aumônier militaire, elle est aussi un peu de faire ce lien entre ce combat spirituel, du bien et du mal, de la prière, voilà, qui est lié au mystère de la rédemption, au mystère de la foi, enfin. Et en même temps, ce combat concret du bien et du mal, par des hommes qui sont peut-être pas toujours des gens parfaits, c'est pas des preux chevaliers blancs, c'est des hommes normaux avec leur grandeur et leur petitesse aussi. Mais en tout cas, je pense que notre présence, à la fois rappelle que ça dit quelque chose de bien plus grand, de bien plus important que simplement le combat qu'ils vont avoir à mener, quelque chose qui dépasse, et en même temps qu'ils ont le droit, encore une fois, à être accompagnés dans ce combat, parce que c'est l'ensemble, c'est la société, c'est l'Église qui leur est redevable d'une certaine façon de quelque chose. Et donc je pense que nous devons être là pour eux, parce qu'ils sont là pour nous, ils sont là pour que la société puisse se maintenir, et nous devons être là, et nous, c'est la nation qui soutient, mais c'est aussi l'Église, à travers ses aumôniers, qui doit être là pour les soutenir, pour les accompagner, pour faire que dans ce combat particulier, dur physiquement, mais aussi dur spirituellement, c'est des combats où on peut perdre son âme, ou en tout cas on peut la salir, elle est exposée à des choses dures, et donc je pense qu'il faut qu'on leur témoigne que cette présence de Dieu, cette présence de l'Église, je sais pas comment le dire, mais je crois qu'il y a quelque chose de très important là aussi, une forme de charité suprême peut-être de l'Église pour ces gens qui sont au front, qui risquent quelque chose, qui risquent encore une fois pas simplement leur corps, ils risquent leur âme. Et donc nous devons être à leur côté pour qu'ils ne perdent pas leur âme dans ce combat, qu'ils ne perdent pas leur corps, ça serait plutôt le service de santé des armées, mais pour leur âme, c'est à nous de veiller dessus, pour que ce combat qui est nécessaire, cette mission qui est nécessaire, qui est importante, soit peut-être un sacrifice physique, mais pour que ça ne soit pas un sacrifice spirituel. Pour que ces gens, ces soldats puissent trouver le Seigneur et vivre leur mission dans la sainteté. Vous venez d'écouter le 4e épisode de Padré, un podcast produit par le studio Podca pour le diocèse aux armées françaises. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application d'écoute préférée en laissant éventuellement 5 étoiles, un j'aime, un cœur ou un bon commentaire. Nous nous retrouvons maintenant dans une semaine pour découvrir l'histoire de Daniel Brottier, aumônier des tranchées.